je m'appelle Gurwal Koigala, je suis monteur son et je suis à Cannes pour accompagner le film d'animation Flow, réalisé par Gin Stilbalodis, dont j'ai fait toute la création sonore. Je suis passé par l'école de Lumière. Je suis breton au départ et mes parents sont pas du tout dans le cinéma et je me voyais pas du tout monter à Paris. Enfin, je pensais pas pouvoir travailler dans le cinéma sans faire une grande école. Donc, j'ai passé plusieurs fois le concours et j'ai fini par y rentrer. Et c'est vrai que ça m'a permis après d'accéder au monde du cinéma. Ma première expérience était un studio qui n'existe plus, qui s'appelle le studio Mergiture, qui a été fondé par Thierry Lebon, qui est un mixeur français, dans lequel j'ai commencé par de l'animation justement, des séries d'animation pendant 2 ans avant. Après, j'ai eu la chance de rejoindre comme assistant un éminent monteur son français qui s'appelle Jean Goudier, et avec qui j'ai passé plusieurs magnifiques années avant de me lancer tout seul dans l'aventure. J'avais travaillé sur le film d'animation précédent de cette société de production de Sacre Bleu. C'est un film qui s'appelle Sirocco et le Royaume des courants d'air. Et j'ai su qu'ils étaient en coproduction sur le prochain film de Gins, que j'avais eu la chance. Son premier film, j'avais pu le voir au cinéma. Il était sorti en France juste après le confinement et j'avais beaucoup beaucoup aimé. Et donc quand j'ai su qu'ils étaient coproducteurs du film, j'ai un peu insisté pour faire partie de l'équipe. On va dire ça comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gin, son premier film, il l'a fait tout seul. Et notamment, il a tout fait, notamment le montage son, le mixage et la musique. Donc le son, c'est quelque chose qu'il connaît très très bien parce qu'il s'y est confronté pratiquement, pas intellectuellement, il n'a pas réfléchi, pratiquement, il devait trouver des sons pour son film précédent. Donc c'est vrai que ça a beaucoup... Donc il a une vraie réflexion sur le son, et on en a beaucoup parlé avant que je démarre, on a eu beaucoup de réunions là-dessus. Et globalement, il y avait deux grandes indications. La première indication, c'était d'être dans l'aspect très réaliste, notamment pour les voix des animaux, peut-être qu'on on y reviendra, et aussi dans l'aspect réaliste, dans le traitement du son, c'est-à-dire d'avoir de pas un son qui soit trop parfait. Voilà, il n'aime pas les films où les sons est trop parfait, tout est construit, il aime bien qu'il y ait des accidents, et pour lui, l'émotion vient des accidents. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et l'autre indication, c'était l'aspect immersif. C'est pas vraiment réaliste, dans le sens où quand vous verrez le film, toi tu l'as vu, mais ça sonne pas comme la réalité du tout. La façon dont les ambiances sont construites n'est absolument pas réaliste, mais c'est fait à partir de sons réalistes. Par exemple, sur les voix des animaux, dès le départ, c'est sûr qu'on n'était pas chez Disney, donc il fallait absolument que les animaux s'expriment avec leur vraie voix, ça avec des vrais sons d'animaux. Et je ne pouvais pas modifier les sons. Gins ne voulait pas que je modifie les sons, c'est-à-dire, par exemple, je change la hauteur ou je fais du morphing pour donner des intentions au son, à l'animal. Il fallait, à partir de vrais sons, construire toutes les interactions des animaux entre eux. Et en fait, on se rend compte que quand on écoute un peu les animaux, ils s'expriment beaucoup. Donc on est parti de vrais sons d'animaux, mais que des vrais sons d'animaux. Alors c'est pas toujours l'animal que vous voyez à l'image. Je vous laisserai deviner quel est le vrai son. Et mais voilà, il y avait vraiment ça. Et cet aspect accident pour lui, c'était très important. C'est-à-dire que il voulait que... Puis moi, ça faisait vraiment écho aussi à mon travail. J'aime que les choses ne soient pas absolument parfaites. Et j'étais vraiment d'accord avec lui. C'est de là, au son, où vient l'émotion. Donc on a vraiment fait en sorte que, comme il y avait des maladresses, comme des sons qui nous échappaient, et on n'a pas du tout suivi les règles de spatialisation. Donc il y a des choses de spatialisation qui sont un peu incohérentes. La façon dont, par exemple, je rentre un peu l'aspect technique, mais dans des systèmes de prise de son multicanaux, j'ai pas du tout respecté l'ordre des canaux, par exemple. Il y a plein de trucs qui vont à l'arrière, qui reviennent à l'avant. Enfin, voilà, il y a plein d'incohérences comme ça et de choses qui font que tout n'est pas parfait. Et puis il y a cette idée aussi comme il n'y a pas de dialogue dans le film, moi ma grosse angoisse c'était de capter en permanence l'attention du spectateur. Donc c'est aussi cette façon je vais dire, de chatouiller l'oreille pendant tout le film pour que voilà, parce que on a une perception un peu inconsciente du son, on se rend pas toujours compte de ce qu'on entend. Et donc l'idée, voilà, c'était venir chatouiller l'oreille du spectateur pour qu'il reste attentif au film. Ça, c'était vraiment une des grandes indications. Et l'autre, c'était l'aspect immersif.
Alors j'ai commencé par enregistrer mon chat, mais qui s'est avéré avoir un très mauvais caractère, donc j'ai eu peu de... Il est dans le film, mais pas suffisamment. Et donc heureusement maintenant, il y a beaucoup de monteurs son indépendants qui enregistrent des sons à la façon dont on le ferait nous, monteurs son, pas comme des sociétés de production, pas comme les sonothèques qui existaient il y a quelques années, et ils les vendent sur Internet. Donc en cherchant un peu, on rencontre d'autres monteurs son, et donc notamment il y en avait un Polonais, qui avait passé 2 ans à enregistrer son chat, et il se trouve que le caractère du chat polonais correspondait pas mal au chat du film. Donc voilà, on lui a acheté ses sons, plus voilà, les sons de mon chat. Et sinon, après, c'est des enregistrements que j'ai fait ou ou que des ingénieurs de son ont fait sur d'autres films, par exemple pour le chien. Et les autres animaux, je suis allé enregistrer dans les zoos. Et notamment le capybara, qui est cette sorte de grosse marmotte dans le film. Et j'avais eu du mal à trouver des vrais sons sur Internet, sur YouTube et tout ça. Et pour cause, parce qu'en fait, je suis allé enregistrer un son dans un zoo. Et en fait, au bout de 5 minutes, après que le soigneur ait chatouillé le capybara pendant 5 minutes, il a crié et le son est absolument ridicule. Mais c'est inutilisable. C'est pour ça que je pense qu'il n'y en avait pas sur YouTube. Et donc du coup, voilà, je me dis mais c'est pas possible, j'ai fait 300 km pour enregistrer un truc pareil. Et il a fallu qu'on change. En fait, j'ai fait écouter à Gins quand même, par principe, le cri du capybara. Mais c'était pas possible parce que ça correspond, c'est étonnant, ça ne correspond pas du tout à l'animal. C'est-à-dire que, et donc du coup, on a triché, on a utilisé un autre animal pour le capybara. Oui, oui, oui. Mais ça fait partie du jeu, c'est notre métier aussi. La source du son, on s'en fiche en fait. Complètement, on n'a rien à faire. Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont les spectateurs vont percevoir le son. Et puis, est-ce que c'est le son qui correspond à l'image, qui s'intègre dans l'image. Et donc, du coup, est-ce que c'est plausible que le capybara fasse ce son-là? Pareil il y a un immense oiseau, lui aussi, son vrai son n'était pas utile, donc on a utilisé autre chose. Et le lémurien, par exemple, j'avais été dans Memzo enregistrer des sons de lémurien. Mais un lémurien, il a 2 expressions, pas suffisamment pour tout le film, parce qu'en plus, c'est un personnage qui est très très bavard dans le film. Donc j'ai utilisé d'autres espèces de lémuriens, puis d'autres sons de singes. Alors les lémuriens ne sont pas des singes, mais pour justement avoir cette richesse sonore en fait. Dès le départ, Gins nous avait parlé parce que sa mise en scène, son intention de départ, sa mise en scène est très immersive. C'est-à-dire qu'avec cette caméra qui se promène tout le temps, on est tout le temps avec les animaux, on les suit. Lui, c'était extrêmement important. C'est une des premières choses dont il m'a parlé, en me citant des films qu'il avait beaucoup aimés, et de cet aspect, et d'utiliser au maximum la spatialisation. Donc on a décidé de faire le film en 7:1, plus qu'en 5:1 pour avoir le maximum d'arrière. Donc du coup, évidemment, l'aspect immersif vient dans la répartition dans l'espace sonore en fait. Donc on a utilisé au maximum les arrières, etc., qui sont très très présents dans le film, plus que pour un film classique. Le travail sur la musique aussi, le musicien, l'ingénieur du son et le mixeur a carrément décidé de mixer la musique en Atmos, même si le film n'était pas en Atmos, et de faire une réduction ensuite pour avoir le maximum d'ampleur possible. Et puis il y a aussi l'aspect immersif qui pour Gins était important, c'était une sorte d'immersion narrative, j'ai envie de dire, parce qu'il fallait absolument que le spectateur s'attache au personnage et dès le début reste accroché avec le chat. Et ça, on l'a fait beaucoup à travers les ambiances, c'est-à-dire que tout le travail des ambiances reflète les émotions du chat. C'est-à-dire que tu parlais d'ambiance réaliste tout à l'heure. Les ambiances sont pas réalistes dans le sens où tout au long du film, elles évoluent en fonction du personnage du chat. Par exemple, au début, il est dans son environnement. À ce moment-là, on a des choses très joyeuses, des insectes, des oiseaux, c'est très ensoleillé. Et puis après, quand il commence à voyager, il arrive vers des lieux qu'il ne connaît pas. Donc là, il y a des sons étonnants, où il a des moments où il est fasciné par des statues. Donc là, on a des sons très hypnotiques. Pareil, quand il affronte une tempête, on a beaucoup travaillé sur le fait d'être impressionnant. Donc à tout moment, les ambiances du film reflètent les émotions du chat et des autres personnages.
Oui, oui, ça revient avec l'aspect de spatialisation. On a beaucoup travaillé ça. Par exemple, il y a un moment donné où le chat est surpris parce qu'il entend au-dessus de lui le murien qui vient. Et donc, même malheureusement, on n'a pas pu faire le film en Atmos. Mais le mixeur, Philippe Chardon, il a réussi, avec rien qu'en 7.1, à nous donner cette impression que le son venait d'en haut. On a beaucoup travaillé là-dessus, sur les pluies notamment aussi. Euh, et il y a beaucoup de... C'est toujours cette idée de... je disais tout à l'heure de chatouiller l'oreille, donc il y a un énorme travail sur la dynamique sonore. Philippe a beaucoup travaillé sur la dynamique du film et sur exagérer des spatialisations, sur des passages d'oiseaux qui arrivent très vite et qui ont un mouvement qui est pas du tout naturel, mais qui sont faits pour surprendre le personnage. Toutes les pluies, on a beaucoup travaillé sur le fait comme on voulait que les gens se sentent mouillés dans la salle. Donc ouais, c'est vrai qu'on a essayé, même si on n'était pas en Atmos, on a essayé de travailler justement sur la hauteur, en tout cas sur les surgissements des sons un peu partout. C'était prévu au départ, en fait, ils étaient même la production était assez motivée. Et puis moi, en discutant avec plusieurs gros distributeurs, enfin plusieurs exploitants de salles, en fait, je me suis rendu compte que malheureusement en France, les salles équipées en Atmos, ce sont des salles premium. Et donc, Flow n'est pas destiné, alors peut-être qu'avec ce qui se passe à Cannes, ça va changer, mais Flow n'est pas destiné à des salles premium comme le Comte de Monte Cristo qui est passé hier, par exemple. Et donc, ces grands films français qui, eux, vont aller dans les premières et deuxièmes grandes salles qui sont équipées en Atmos. Flow n'aurait pas été distribué en Atmos. Donc, je trouvais ça dommage de prendre une partie du budget pour faire un montage son et un mixage en Atmos que personne n'aura entendu finalement. Donc voilà, c'est un peu un aspect un peu terre à terre et réaliste qui fait qu'on a préféré au moins le faire en 7.1. Magnifiquement, non mais c'est vrai, on dit ça souvent, mais c'est vrai, on a mixé en Belgique. C'est vrai on a approché le mixage d'une façon un peu différente. Philippe a accepté de travailler comme ça, c'est-à-dire qu'on avait 3 semaines de mixage, c'est pas beaucoup, et en fait, Gins pendant ce temps-là, lui, il devait continuer à travailler sur l'image. Il pouvait pas être avec nous pendant 3 semaines, c'était pas possible. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec Philippe pendant 2 semaines. Où on a fait tout l'aspect technique du mixage, j'ai envie de dire. Il a travaillé toutes ses acoustiques, la spatialisation, etc. Et il a réussi, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à mixer le film à faire une première proposition de mix en 2 semaines, avec toutes les indications qu'on avait eues de Gins au fur et à mesure de l'année. Et on a travaillé la dernière semaine avec lui, juste l'aspect artistique. Donc on n'était plus ralenti par l'aspect technique du mixage, c'était que des choix artistiques pendant 1 semaine. Et le co-compositeur du film nous a rejoints aussi pour travailler avec nous. Alors c'était des références pour ce film-là. Sur l'aspect immersif dont on a parlé, il y avait There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, et puis aussi beaucoup Children of Men de Quaron, et Children of Men aussi pour l'aspect dont on parlait tout à l'heure d'accident. Voilà, c'était vraiment ces deux références. Et puis d'autres films de Paul Thomas Anderson aussi pour les petites erreurs techniques qui pour lui a amené l'émotion. C'était vraiment, voilà, c'était ces 2 grandes références. Moi, comme tout le monde, je travaille sur Pro Tools. Après, j'utilise un logiciel, enfin un hardware qui s'appelle un Kima, qui est une machine qui me permet de faire du morphing sonore. Donc, par exemple, je l'ai utilisé pour faire les sons des arbres. Au moment où il y a des arbres qui apparaissent, j'en dis pas plus. Et donc, pour travailler ce bruit des feuilles, et ben voilà, j'ai mélangé des sons de vagues avec des sons de feuilles en fait, et ça fait comme ça comme des mouvements de feuilles qui ressemblent à des vagues. Donc ça, c'est un logiciel que j'utilise pour faire du morphing sonore, mais sinon rien de particulier. Alors c'est sur Flow, c'est un magnifique cadeau parce que c'est un film d'animation déjà, et c'est vrai que c'est passionnant de travailler sur les films d'animation. Aussi parce qu'il n'y a pas de dialogue. Donc en fait, finalement, quand j'ai démarré le film, il y avait du silence et de la musique. Et tout le reste, c'était moi. Donc c'est un côté très exaltant, mais aussi très angoissant. Donc c'est vrai que c'est une belle expérience. Et puis ça reflète un peu c'est un peu à l'image du film. C'est aussi puisque j'ai travaillé pour des raisons budgétaires, j'ai travaillé tout seul pendant assez longtemps. Donc j'étais vraiment tout seul. Et puis après, j'ai retrouvé tout le monde. Donc c'était assez agréable
de commencer tout seul comme le chat, et puis après d'arriver sur le bateau au mixage et à Cannes et de retrouver toute l'équipe.